Oui, oui, ouais. Et bon, il reste l'écriture, il reste le témoignage, ce que tu fais, ce que tu as fait toute ta vie. Et il se trouvait que, bon, pendant longtemps, tu as enseigné, tu as été très actif, donc tu n'as pas eu le temps, enfin, tu me le diras, de t'asseoir pour écrire, parce que ça prend du temps d'écrire. Ouais, Il c'est faut très, très, s'isoler, très prenant, hein. c'est vraiment travaillant à travailler. Donc. Et C'est puis, chronophage. voilà. Et puis, bon, voilà. Donc, tu as dû démissionner donc, du CAR avant. Et puis, en 2012, tu publies une œuvre littéraire, une œuvre de fiction, une pièce de théâtre, donc, Un continent à la mer. Un continent à la mer, c'est qui dit tout d'ailleurs. Quand on voit, je ne sais pas, j'ai un exemplaire ici, je peux lire la quatrième de couverture. Mais voilà, donc tu entames une autre, j'allais dire, enfin, je ne sais pas si tu Notre entames ou pas, carrière, si tu veux, quelque chose, entre voilà. griffes. Alors, qu'est-ce que je vais dire mais avant de te poser une question, j'aimerais bien te demander, tu as mis en exergue dans notre livre dont on parlera par la suite, Le chien qui fume, tu as mis en exergue j'allais dire phrases, je cite, je suis une page vierge, la littérature est un pays. Je ne sais pas si tu peux nous donner un commentaire un peu ou pas, ou si tu as Je oublié. suis une page vierge, la Mais- littérature est un pays. Je suis une page vierge parce que, bon, vous savez, c'est l'écrivain, sa matière, c'est une feuille, ouais, hein. ouais, Il travaille même sur l'ordinateur, on le considère comme une feuille aussi, c'est sur la feuille qu'on écrit bien sûr, et qu'on doit remplir, ouais, hein. vide, ouais. Donc, en tant qu'écrivain, chaque fois que tu es devant une œuvre nouvelle que tu entames, tu es vierge. Hmm, Tu viens vierge hmm. et l'histoire se constitue au Ouais, fur et à au fur et à mesure. mesure. L'inspiration vient au fur et à mesure. Hmm, C'est-à-dire que je n'ai jamais, en débutant, je n'ai jamais l'histoire en entier en tête, hmm, hmm, hein. Parfois, j'ai un seul bout hmm. et je commence et ça vient au fur et à Au mesure. fur et à mesure. Parfois, je suis bloqué, j'abandonne, Non. hein, et je reprends parfois, j'oublie même, je reprends parfois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, Ouais. un texte que De j'avais recommencer, entamé, ouais. hein. Ouais. Donc, c'est ça la page vierge. C'est-à-dire que Hmm. j'aurais pu dire une éponge, Oui. parce qu'on assimile tout, on prend tout, et puis on encaisse tout, et puis on restitue. L'éponge, quand tu presses ça, voilà, c'est ça qui donne Ouais. l'écrit, l'écriture, Ouais. etc., etc. Et puis, la deuxième partie, c'est je Donc, suis un la pays. littérature est un pays. La littérature est un pays, oui, la littérature invente un monde. La littérature, Ouais. c'est le domaine de l'imaginaire, Ouais, ouais, hein. ouais. C'est ça qui nous fait C'est voyager. C'est infini, un quoi. pays, oui, Ouais. c'est infini, Ouais. hein. C'est l'imaginaire à Au fond, complet, hein. ouais, On ouais. rêve, on pense à des choses, Ouais. etc., etc. C'est C'est un ça. peu comme le conte de fées où on Oui. voyage, etc. Hmm. Hein. La littérature, c'est un voyage. Ouais, 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 c'est vrai. Et alors, l'auteur Togoata, je me suis demandé, mais pourquoi tu ne signes pas simplement tes œuvres du nom de Togoata? Alors, parce que ça sonne tellement bien et c'est tellement ce qui est connu de toi. Je ne sais même pas si beaucoup de gens savent si tu t'appelles Ayaï, comme prénom, et Apédouama. Alors, c'est simple. D'abord, Togoata, je ne crois pas que ce soit tes parents qui t'aient donné ce prénom. Je ne sais Non, pas. Non? et ça se prononce Togoata. Ça veut dire Ah, qu'en fait, d'accord. c'est Ata du rivage. C'est-à-dire par rapport Ah, à d'accord. Moyo, entre la mer et la lagune. Alomé, originaire d'Aneho, Legbanou, entre la mer et la lagune toujours. Oui. Donc, c'est l'homme des fleuves, des lacs, tu Ouais, vois. ouais, 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 ouais. Ata, tu vois, c'est Ata, ça. ouais, ouais, C'est ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec Togo. Ah, Les gens d'accord. pensent que c'est Togo, Ah, ben je c'est pas prononce Togo. mal alors. Donc, Non, non, en c'est fait. Togo Ata en fait. Ah, dans la Togo Ata. prononciation. D'accord. Ah ouais. Ah oui, moi, Non, les gens veulent toujours attacher ça au Togo, etc. parce que j'aurais pu penser Togo Ata, c'est-à-dire Le la père cause du togolaise. Togo, ouais, La non. cause du Togo. Ah non, Ou non, c'est bien. pas ça. Ouais, Non, non. d'accord. Ah bon, c'est ça Non, donc. non. Ah, ok. Mais ça, c'est un joli nom qui suffit, hein. Non, de toute façon, que à tu propos des noms, tu vois, Ouais. c'est la seule chose que j'ai approuvée dans la politique de Yadema. Quand ils avaient interdit le port des noms Les prénoms étrangers à étrangers. l'époque. Ouais. Mais ces gens, comme c'est une dictature, ils nous ont manqué de pédagogie. Ils ont fait ça avec Complètement. le bâton Complet. et tout le monde s'est braqué. Ben, bien sûr. Alors que c'est une bonne chose. Ouais, ouais. À la Tu première vois? occasion, les gens sont revenus dessus. Bien sûr. Dès la Bien sûr. conférence Ouais, nationale. on a forcé les gens. Ouais. Tu ne peux plus aller prendre l'argent à la banque, tu ne peux pas avoir de pièce d'identité, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux faire ça, etc. Donc, on t'a pris à la gorge, tu es obligé. Ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais, Et pas convaincu du tout. ouais. Ouais, bien sûr. Alors qu'il aurait fallu une campagne Pédagogie, d'explication simplement. pendant 2 ans. Et puis voilà. Tout le monde a dit. On adhérait. Les Oui, gens parce adhéraient. qu'il y avait eu, à l'époque, au Palais des Congrès,
ils avaient organisé une soirée autour des choses comme ça. Et il y avait un chanteur, un traditionniste, Aguevodou, qui s'appelait, qui fait des chansons traditionnelles, etc. Et quand il est monté sur scène, il a dit à la salle, Misebe, il vote encore si quoi? Oh, c'était le tollé pendant 5 minutes dans la salle. Et les gens qui commentaient, yo, 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 c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est évident. Les Bruns ne prennent pas nos prénoms. Yo, yo, yo. Mais pourquoi? Ce qui est évident, même qui semble aller de soi, n'allait pas de soi. Non. Et les gens s'en sont aperçus. Et puis, tu vois, à propos des noms, là, moi, très tôt, j'ai vu que c'était important. Parce que je lisais un jour un journal français, je crois que c'était Le Monde. J'avais quel âge? J'avais peut-être 14-15 ans. Et un journaliste britannique s'en prenait à Kwame Nkrumah, le leader ghanéen, panafricaniste. L'insultait, le traitait de tous les noms et tout. Et il dit, voyez même, ils ne disent même pas de prénom européen. Ah bon? Alors qu'il est né, il était baptisé Francis, etc. Ah bon? Donc c'est un défaut, c'est une... titre là-dessus, et c'est vrai, déjà moi, gosse, je me dis, mais pourquoi non porte les noms des Blancs et eux, jamais non? C'est-à-dire que tout gosse, déjà, moi, j'ai fait ce parler-là. Et ça m'indisposait, tu vois? Alors que nous avons des prénoms et des noms, hein. Nos ancêtres ont créé... Il y a un choix. Comment? Comme on a beaucoup d'enfants. La richesse de nos noms, mais c'est incomparable. Et qui ont des significations. Je demande l'explication des noms aux étudiants ou à certaines personnes. Ton nom, qu'est-ce que ça signifie? Et tu apprends beaucoup de choses. Beaucoup. Hein? Beaucoup. Donc, tu vois, et ce blanc, il lui reprochait de ne pas s'appeler comme un blanc. De porter un nom d'esclave. Il est fautif, quoi. De ne pas... Oui. Alors il en voulait à mort pour ça, entre autres. On lui en et de vouloir l'indépendance de l'Afrique, le pan-africanisme, tout. C'est-à-dire tout ce qui était colonialiste et que Nkrumah combattait, il le lui reprochait. Tu vois? Et c'est eux qui ont fait le coup d'État contre lui. Ah oui, bien sûr. Donc c'était après le coup d'État. Ah oui, d'accord. C'est un peu pour le justifier tout le mal. Qu'il incarnait. Voilà, c'est ça. Un communiste, patati patata, etc. C'est-à-dire, il a fait doctorat de philosophie, au lieu d'être reconnaissant aux Blancs, maintenant il les combat. C'est-à-dire, c'est l'ingratitude dont on accuse toujours les anticolonialistes. Le violet. Tu dois aimer, on te torture, tu dois aimer la torture. Dire merci. Oui, dire merci. N'importe quoi. Non, donc le nom, et puis d'ailleurs, en parenthèse, je ne voulais pas l'aborder tout de suite, mais le nom, effectivement, se reflète dans tes écrits. Dans tes écrits, beaucoup de personnages ont des noms. Je toujours des noms. Les noms locaux, toujours. Je ne prends jamais, sauf une fois quand j'ai écrit une pièce avec Charles Magnan. Oui, d'accord. Comment ça s'appelle là? Oui, bon, c'est lui qui avait donné les noms là. Radio Trottoir, non? Non, Les poubelles de la mémoire. D'accord. Théâtre. Ok, d'accord. Je ne sais pas si tu l'as. Je l'ai ici, dans la liste ici, avec Charles Magnan. Il y a Radio Tout va bien au pays. Et puis, d'accord, voilà. Ok, oui. Donc, c'est lui qui avait pris les noms des personnages. D'accord, ok. Des noms français. D'accord. Sinon, moi, je ne donne jamais de noms français. De noms français, oui. Non, c'est clair. Là, en ce côté-là aussi, tu fais un militantisme. En fait, je veux dire, tu es cohérent, quoi, constant. Et c'est vraiment admirable. Mais donc, alors, Togoata, donc maintenant j'ai le sens. Alors, est-ce que tu peux te considérer comme étant un auteur, le mot n'est pas péjoratif, hein, tardif? Tu n'as pas commencé quand tu avais 25 ans, 30 ans, comme certains. Et tu as fini et puis... Oui, non, je suis un auteur tardif. Ou tu avais déjà en tête? Non, j'avais déjà mon esthétique en tête. Oui. Mais bon, faute de temps aussi, de concentration, c'est-à-dire, c'est à l'approche de la retraite, je me suis dit, bon, quand je vais changer de camp maintenant, je vais passer du côté, je vais quitter la critique pour aller du côté de la production littéraire. Donc, c'est quelques années avant que j'ai commencé à fond vraiment, à me consacrer vraiment à ça. Sinon, avant, j'écrivais des bouts de choses, etc. Quelques petites nouvelles par là, Donc, depuis même que j'étais élève, j'avais des petits écrits, etc. Et étudiant aussi. Et quand j'ai commencé à enseigner aussi, mais j'ai eu à détruire tout ça à un moment donné, parce que j'ai vu que ça ne valait rien. Non, c'était pas ça, c'était pas bon. Et puis en tant que critique, j'avais beaucoup de réticence aussi à sortir quelque chose qui ne soit pas bon, quoi. Mais bon, finalement...
Il faut préciser que quand je dis auteur tardif, il y a quand même pas mal d'écrits, j'allais dire intellectuels, quoi. Dans la presse, on parlait tout à l'heure de propos scientifiques. Oui. Ça, c'est aussi de l'écriture. Oui, bon, de la réflexion. En tant que littérature pure, voilà. Quoi. Je pensais à la fiction. Non, moi, j'ai toujours beaucoup écrit. Hein. Et tu as... Toujours. Oui, oui. Et tu as vraiment, très vite, tu as beaucoup produit. Il y a beaucoup, c'est-à-dire j'ai compté à peu près une dizaine d'œuvres. Parce que j'avais tout un stock. Voilà, c'est ça. Écrivant depuis plusieurs années avant même de penser à publier. Donc, alors, oui, donc, alors, comment dire ça, en 2012, ça a été, si je ne l'ai pas ici, c'était Un continent à la mer en 2012. Puis après, coup sur coup, il y a eu plusieurs choses, plusieurs œuvres de théâtre et un recueil de nouvelles qui est la prose, Le chien qui fume, chez Grain de pensée. Et la plupart des pièces sont publiées chez Aoudi, aux éditions Aoudi. Alors, il y a là-dedans, il y a 2 ou 3, bon, il y a Le chien qui fume, mais il y a 2 pièces de théâtre que tu consacres à Anéron. Oui. La ville d'Anéron qui nous est chère, la ville d'Anéron, avec son histoire magnifique, profonde. Donc, il y a la guerre civile des Aputaga. Et la deuxième qui est le... Alors, je confonds toujours les trônes sacrés jumeaux. Les trônes sacrés jumeaux, les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux. Bon, bien entendu, parce que ça, Anéron, ça m'intéresse. Avant toi, ou avant nous, c'est Kouchoro qui a consacré de la fiction à Anéron. Pas qu'à Anéron, certes. L'histoire d'amour à Anéron, voilà. Et puis d'autres pièces. Voilà, qui avaient le cadre d'Anéron ou dans les environs. De la culture Guin. Guin, quoi, voilà, c'est ça. Et là aussi, là, tu fais de la fiction. Dans Le chien qui fume, c'est magnifique. Il faut que les gens lisent. Le texte est intitulé Le chien qui fume, où Anéron est incarné, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, pourquoi tu es de Lomé? Au début de notre propos, tu as dit tu es né à Lomé, tu as grandi à Lomé, ton père est d'Anéron, c'est vrai. Bon, enfin, tu es quand même loméen, c'est vrai. Et soudain, là, comme ça, et pas seulement Anéron comme cadre physique, mais l'histoire d'Anéron. L'histoire particulièrement d'Anéron, en fait, de Guin, en fait. Quand je dis Anéron, j'entends aussi Glidi. Oui, le pays Guin. Ce peuple, quoi. Oui, Et soudain, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Non, c'est un acte d'amour. Oui. Hein, vis-à-vis d'un peuple dont je suis originaire. Oui. Parce que nous sommes dans un ensemble qu'on appelle le Togo, un ensemble supra-ethnique. Oui. Au-dessus des ethnies, mais composé d'ethnies. Mais, or, aujourd'hui, la nation n'existant pas, les gens se replient sur leur ethnie. Ouais. Donc, ce n'est pas un repli nationaliste. Le nationalisme, c'est toujours contre quelque chose, contre quelqu'un. Non, c'est pour rendre hommage à ce peuple-là qui a joué un rôle très important dans l'histoire de ce pays, de toute la côte, etc. Et pour ne pas banaliser nos peuples. Parce que la politique, telle qu'elle se déroule en Afrique, au Togo, on ne rend hommage au peuple que quand il y a des fêtes traditionnelles, on va faire des discours politiques bidons, avec un immense portrait du chef de l'État, etc., etc. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on crée des emplois dans ces différentes contrées où vivent nos ethnies? Est-ce qu'on crée du travail? Qu'est-ce qu'on fait pour le développement? Il n'y a rien. Nos terroirs sont à l'abandon. Sont à l'abandon alors qu'il y a tant de potentialités. Tu circules de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, c'est la misère partout. La misère partout. Et notre histoire, on la cache, on ne l'enseigne pas bien. On enseigne des mythes, des mensonges. Bon, sous la dictature du parti unique, l'histoire qu'on enseignait aux enfants, c'était tous les peuples du Sud, pratiquement, viennent de l'étranger, du Ghana, du Nigeria, etc. Et tous ceux du Nord étaient des autochtones. Quel mensonge. Complet. Tout le monde vient de quelque part, où que tu sois. Total. Les Français viennent de quelque part. Donc, voilà comment les histoires, c'est-à-dire que l'histoire même est caricaturée, on en fait des mythes, etc. etc. C'est ça le danger au Togo. L'opposition fait de l'histoire un mythe avec la lutte anticoloniale, etc.,
on ne se dit pas la vérité. Moi, j'étais gosse, je n'ai pas vu cette période. À l'indépendance, moi, j'avais 8 ans. Donc, je n'ai rien vu. Bien sûr. Donc, après, j'ai interrogé les gens de tous les camps. Et ils ont eu l'honnêteté de me répondre. Ça, je les en remercie. Pourquoi aviez-vous fait ça? Pourquoi vous torturiez-vous? Pourquoi vous fouettez les femmes? Pourquoi vous violez les femmes, etc. Pendant la lutte, alors que le colon est là. Vous ne le touchez pas. Mais vous massacrez entre Togolais. Pourquoi vous avez fait ça? Ah, on me dit, ah, c'était dans le courant, c'était comme ça, c'était dans l'air, c'était ceci, ceci. Personne n'arrivait à justifier. Ils ont commis des crimes abominables. Des femmes ont été écartelées et fouettées sur le vagin jusqu'au sang, jusqu'à ce que des ruisseaux de sang coulent de leur vagin. Violés, assassinés, etc. Les hommes ont été tués dans des traquenards. On les a tués, massacrés. C'est ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi vous avez fait ça? On a créé les adolescents, des milices d'Olympio qui allaient massacrer les gens, violer, détruire des maisons brûlées. Mais pourquoi personne n'arrivait à écouter? J'ai vu des gens qui étaient dans l'adolescent dire, mais pourquoi? Je ne pouvais pas expliquer. On dit parce qu'on nous avait dit de faire ça, parce que c'était l'adversité à l'époque, etc. Mais le colon, que lui avez-vous fait? D'autant plus qu'on n'a pas fait de guerre de libération. C'est-à-dire que moi, les gens que j'admire au niveau à la part de l'indépendance, c'est ceux qui ont fait des guerres de libération. Tous les autres, c'est des compromis à qui ils ont fait, etc., des négociations, de pouvoir, des arrangements, etc. Donc, eux, je ne les ai jamais admirés, je ne les crois pas du tout dans leur nationalisme, soi-disant, etc. C'est-à-dire, un colon le combat, on ne collabore pas avec lui. Et c'est dommage parce que ça aurait changé notre mentalité. Je crois. C'est-à-dire que la lutte armée n'est pas une fin en soi. Parce que tu vois, si tu prends l'Angola, le Guinée-Bissau, tous ceux, le Mozambique qui ont fait la lutte armée, l'Algérie même, ben, une nouvelle classe de prédateurs se sont installés. Ah oui, tout simplement. Mais avec une autre mentalité quand même. Ils ont récupéré la lutte. Le résultat. L'aliénation coloniale. Oui, d'accord. Il y a ça ils aussi. avaient violé ce tabou-là. Ah oui, ils ont osé casser le. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Ils ont coupé le cordon ombilical. Oui. Ce que nous, on n'a pas fait. Non. Parce que tu vois, quand on a eu l'indépendance, j'ai lu dans Paris Match un journaliste français très raciste qui avait raconté la fête d'indépendance. Du Togo. Du Togo. Il a raconté le drapeau qui ne voulait pas s'élever sur le mât coincé à mi-chemin. Le fameux incident. Ensuite, quand il a fallu faire la fête, Olympie a fait venir un chef cuisinier de France qui est venu pour les inviter la nourriture de France. Ouais. Donc, il n'y a pas de cuisinier au Togo. Sa femme ne sait pas faire la nourriture. Et ils ne peuvent pas manger à des mains nos plats locaux. Tu vois, l'aliénation était là. C'est-à-dire qu'avec des gens comme ça, on ne pouvait pas prendre l'indépendance. C'était un Parce grand que bourgeois. dans leur tête, déjà, ils n'étaient pas décolonisés. Tu vois, c'est ça l'aliénation. Tu vois, quand tu n'as pas combattu les armes à la main, l'ennemi, donc eux, ils ne considèrent même pas ça, le colon, comme un ennemi. Non. C'était un partenaire. Il fallait négocier avec lui pour avoir des postes. Tu vois, le Parti du Progrès, les collaborationnistes de l'époque, etc., qui voulaient faire copain avec les Blancs pour avoir des postes dans l'administration, être les chefs de main, etc., etc. Et le parti d'Olympie, comment ça s'appelle? Le CUT. Le CUT. Les notables de l'époque, les commerçants, etc., qui, eux, voulaient aussi être chefs, qu'ils soient reconnus, parce que ils dominaient déjà le populo. C'était pas la révolution, c'était pas une révolution. Donc, c'était pas, ces gens n'étaient pas armés pour faire la révolution. Non, au Ghana, oui, mais pas ici. Non, même le Ghana. Nkrumah, quand même. Nkrumah, il avait des idées, mais même lui, il a dû négocier, on l'a mis en prison, tout ça, mais tant que tu n'as pas fait la lutte armée, c'est complet, tu vois. Les Ghanéens, le Nkrumah a fait, bon, ce qu'il a pu faire à son niveau, mais les Ghanéens sont aussi aliénés que nous. Oui, ils sont pas loin, ils sont pas loin de... Sauf que le colonialisme britannique a laissé un peu plus de champ libre aux cultures locales, les langues, etc. Les langues surtout. C'était tout, tu vois.
Ça, c'est lié à l'empreinte du colon. Ça se voit, ce que tu dis se voit au Zimbabwe, il y a eu une vraie rupture. Tu as vu Mugabe, ce qu'il est devenu? Oui, il a mal tourné, mais je veux dire, mentalement, le pays, il y a une autre il y a eu la rupture. Quoi. Il y a eu la rupture. Hein? Comme en Algérie. Comme en Algérie aussi. Toute l'Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord a fait la lutte armée. Pas le Maroc. Hein. Maroc au Maroc, quand même, ils ne se sont pas laissés faire non plus. Oui, puisque le Mohamed VI était déporté et tout ça. Vrai, il était en Madagascar. Donc en Afrique du Nord, il y a eu ça. Ils sont plus libres dans leur tête que nous. Quoi. Et puis tu vois, eux, ils ont conservé leur prénom, tout. Bien sûr, C'est ça, pas comme nous en Afrique noire, où on a tout bradé, quoi, culturellement. Mais heureusement, comme je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, nos cultures et nos langues nous ont servi de point de résistance. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont voulu tuer ça d'abord. Ah oui, ils ont combattu, ils ont beaucoup combattu cela, ça c'est clair. Oui, parce que si tu lis les ouvrages d'histoire, quand les colons allemands sont venus au Togo, quand il a fallu faire l'enseignement, ils se sont interrogés quelle langue utiliser. Finalement, ils ont vu que, bon, comme l'évé ou le mina étaient beaucoup utilisés, ils ont dit, bon, puisqu'ils ont même traduit la Bible en évé, tout ça, les transcrits, les Westermann, etc. Bon, ils ont opté pour l'évé d'abord, ils ont dit non, que c'était une langue trop barbare, trop gutturale, les sons sonnent mal, c'est comme des sons d'animaux, etc., c'est sauvage, non, on ne peut pas utiliser une langue comme ça pour enseigner. C'est ce qu'ils ont dit. Les tarés de l'époque. Non, c'est clair, ils jugent de l'extérieur, ils jugent nos langues. Par rapport à leur langue, puisque c'est d'autres sonorités. De toute façon, c'est pas à eux de faire le travail, c'est à nous en fait. C'est à nous de faire le boulot. C'est ça. C'est nous. Alors que tu vois, dans l'enseignement, l'éducation, nous continuons l'enseignement colonial. C'est énorme. C'est énorme le travail. C'est terrible. Ce qui s'est fait depuis l'époque, disons à l'indépendance, quoi. On a œuvré nous-mêmes. Regarde le statut de nos langues. On ne les enseigne pas. Dans chaque préfecture, on peut enseigner la langue locale au moins en primaire. Au moins ça. Avec le français. Au moins. Parce que le problème tel qu'il se pose, nous maîtrisons mieux le français que nos langues, à notre grande honte. Oui, c'est ça. Bon, mais ce n'est pas normal. Non, absolument. Tu es écrivain, je suis écrivain. Maintenant, si on veut écrire dans nos langues, on aura des problèmes. Mais si tu le fais, qui va te lire? Les autres ne sont pas instruits dans la langue. Ils ne peuvent pas le lire. Voilà les problèmes qui se posent à nous. Le problème de la langue, c'est des problèmes de fond. C'est vraiment de fond, parce que le problème de fond, c'est comme penser sa situation. Or, il se trouve que ces gens nous ont mis dans une situation donnée. Penser sa situation dans la langue des autres, c'est censé leur dire ce que tu penses et ce que tu veux faire. C'est comme si... une langue est l'expression d'une vision du monde. Voilà, c'est vraiment absurde en fait. C'est très absurde la situation dans laquelle nous sommes. Vraiment, on est des bâtards. Impossible de penser, on devrait pouvoir se communiquer entre nous sans que l'étranger ne sache forcément. Non, ils ont fait... Non, c'est ça, je dis que la colonisation est une invention de génie des Européens. Terrible. Qui continue. C'est arriver à chosifier l'être humain totalement. Extraordinaire. Et à faire en sorte qu'il se déteste. Il déteste sa culture, déteste ses propres noms, etc. Donc, que l'ennemi, le pur ennemi, lui serve de référence. Voilà. C'est ça. C'est ça. Le modèle, quoi. Oui, son modèle, c'est celui qui le déteste, qui le hait, qui le méprise. Et ça, en fait, c'est un peu ce qu'on disait hier, on débattait un peu. C'est-à-dire qu'il y avait une de ces nouvelles dans Le Chien qui fume où des gens admiraient un auteur, les œuvres de fiction, le policière d'un auteur qui est quand même raciste. Un auteur fasciste et raciste. Fasciste, en fait. Voilà. Mais dans la réalité, ça existe. C'est ce qui existe. C'est-à-dire, Gérard de Villiers qui a écrit des... comment? C'était un facho. C'était un facho. C'était un facho. Mais il était lu. Non, il était facho, mais il était tellement lu et apprécié. Tellement lu. J'ai oublié, je n'ai plus le titre de ces... Tu vois, les James Bond, tout ça, etc. Mais c'est des auteurs réactionnaires et racistes. Mais qu'on lisait, qu'on aime. Même les BD. On a lu tout ça. Même les BD, la Zambla. On a tout lu. Tout ça, c'est raciste. Après, quand on regarde, c'est tellement... Et puis, il n'y avait que ça. À l'époque, on n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire que en tant que gosse ou adolescent, tu lisais les bandes dessinées, il n'y avait que des blancs. Parce que l'Afrique ne produisait pas de bandes dessinées. Rien, voilà. Et tous les héros qu'on avait étaient blancs. Caricature. Et quand on montre un noir au cinéma, c'est un bandit. Voilà. Un rôle dégradant, dévalorisant. Moi, tout jeune, j'ai lu Tintin au Congo. Je devais avoir 10, 11 ans, mais... Alors, il faut s'identifier. J'ai eu un malaise, quoi. Il faut s'identifier à des héros qui sont contre toi. Les nègres étaient tellement caricaturés.
par ce monsieur, très raciste et fasciste. Et c'est ça, en fait. Tout gosse, ça m'avait gêné. J'ai eu honte, quoi, non, mais de voir la caricature des chefs nègres, des paysans, des simples individus, avec caricature, avec des lèvres épaisses comme des chambres à air et tout. C'est fou, hein. Alors que les Blancs n'étaient pas caricaturés. Non. Bon. On nous prête aucune caricature. Et on n'avait pas d'autres bouquins à lire. Non. Tu vois? Non. Et c'est ça qui travaille les imaginaires. Tu vois? Les imaginaires. Et notre lutte aujourd'hui, c'est de combattre à travers l'imaginaire. Vision, dans la vision. La libération, ça commence dans la tête. Dans la tête, Quand tu n'as pas la tête libre, tu ne peux pas entreprendre un combat de libération. Je vois ça. C'est ça qu'on a eu aux indépendances. Voilà. Les gens n'étaient pas libres dans leur tête. Non, c'est-à-dire le blanc était le modèle, il faut aller partir. Le modèle est indépassable. Oui. On n'imagine pas le monde autrement que ce que le blanc propose. Et le voyage à faire, la chose suprême, c'est aller en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Voilà, c'est ça. Mais jamais au Bénin, au Ghana, au Burkina. Non, on choisit là-bas. Parce que je viens de France aussi, donc tu es un peu blanc aussi. Oui, bien sûr. Dans la tête des gens. Et celui qui revient aussi, il a des sentiments, un comportement de supériorité par rapport aux autres avant. Certains avaient cette attitude-là. En plus, Et même on en a souffert au Togo à la conférence nationale. Ceux qui sont revenus. Tous les compatriotes venus de la diaspora, ils se croient supérieurs à nous qui étions restés ici parce qu'eux viennent de France, donc ils connaissent la politique, il y a une politique. Donc nous, on n'a qu'à se ranger derrière, on n'a qu'à dégager. C'est ce qu'ils ont fait avec le phare. Ils ont commencé à dénigrer le phare dès qu'ils sont venus. Et certains ont voulu faire des causeries en public avec les jeunes, etc. Et ils ont commencé à dénigrer les jeunes. Mais les jeunes, ils ont dit, on va vous gifler tout de suite. Vous savez pas que le phare, c'est nous. C'est nous le phare, c'est nous qui sommes sortis. Ce n'est pas les leaders dont on parlait, c'est nous qui avons bravé. C'est nous qui avons été fusillés. Donc, c'était un coup de culot. Et ça a marché. C'est vrai. Et nous avions appuyé les grèves que les étudiants voulaient faire, etc., à l'époque, etc. Donc, voilà comment ça a commencé. Et ça, c'est vraiment intéressant ce que nous sommes en train de dire. Ça m'amène à te poser la question par rapport à la carrière littéraire, dire chez soi, au Togo, et quand même, parce qu'il y a quand même ça, il y a une grande partie de la littérature africaine qui se fait ailleurs, qui se pratique à l'extérieur. En fait, l'essentiel. Tous les classiques. Depuis le début, tous les auteurs sauf quelques rares cas. Comme même quand des gens ont commencé ici, ils ont poursuivi là-bas. Voilà, c'est ça. Donc il y a cette question qui se pose aussi, qui est également cette question absurde de comment peut-on écrire de l'extérieur, de loin, pour pouvoir, ce qui concerne un autre pays. Enfin, il y a ce problème. Toi, dans ta génération, normalement, si je puis dire, c'est à l'extérieur. Tu aurais dû chercher, j'allais dire, la reconnaissance de la gloire. Non, de toute façon, bon, avant, il n'y avait même pas d'éditeur. Voilà. Donc, tu étais obligé. Voilà. Et puis, le problème, c'est-à-dire que le problème s'est posé à moi, effectivement. Je constate que ceux qui produisent à l'extérieur, on ne les connaît pas ici. Sauf une élite, les professeurs d'université, les critiques, etc., qui les connaissent. Mais le petit peuple ne les a jamais lus. Jamais. Je ne sais pas qui sont. Puis quand les bouquins viennent, ils sont hors de prix. Hors de prix. Pour la bourse togolaise. Trop cher, J'ai vu des bouquins même qui faisaient à peine 120 pages à 18 000 francs. Moi-même, j'ai reculé devant. Qui peut acheter? Je ne peux pas acheter. Personne. Donc, ce problème-là se pose aussi. Bon, parce que vous qui éditez à l'extérieur, les gens là aussi ont leur politique éditoriale. Et les gens appartiennent à des pays dominants par rapport à nous, les pays dominés. Qui veulent-ils mettre en avant? Parce que j'ai rarement vu, quand je faisais mes études en France, la une de certains journaux, la première page là, Le Monde. On faisait souvent un encart publicitaire pour un écrivain, un nouveau livre sorti, etc. Mais je ne me souviens pas avoir vu des auteurs africains bénéficier de ce traitement-là à leur publication. Tu publies là-bas, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Non, écoute, tu parles, c'est tellement... Parce qu'on t'a donné un prix retentissant pour faire la publicité. Donc, les gens, ils sont chez eux, ils préfèrent favoriser les gens de chez eux. Complètement, Ils sont comme eux. Ce n'est jamais innocent. Pour avoir la nationalité, bon, après tout, bon, c'est un noir, il est étranger, il n'est pas comme nous. Mais bon, le problème là, bon. Et puis, quand tu publies chez toi, ça veut dire qu'à l'extérieur, on ne te lira pas. Ça, c'est sûr aussi. C'est comme les hommes politiques, ça veut dire que c'est déconsidéré. Oui, et puis c'est déconsidéré. Et puis, il y a le problème de distribution. Aussi. C'est là. Mais, comme dans notre mentalité, tout ce qui vient d'Europe est supérieur, comme tu dis, c'est déconsidéré.
Mais il faut qu'on lutte, il ne faut pas qu'on s'en tienne à voilà, ça. ouais. Donc, si il arrive, bon, que je sois vraiment bloqué ici à cause de la censure, des trucs comme ça, je pourrais y penser. Mais sinon... a priori, si je peux me faire publier ici, bon, moi je ne dis pas non. C'est-à-dire que l'essentiel pour moi, c'est pas, je ne compte pas vivre de ma plume, moi je suis à la retraite, etc. etc. Mais le problème, c'est que il faut qu'on puisse publier chez nous. Et puis, ou la censure qu'on peut poser là-bas, ah, c'est pas assez net, ça, c'est trop, il faut que tu fasses de l'exotisme, etc. On peut tenir la main des gens, les orienter. Bien sûr. Mais non, mais bien sûr que depuis l'origine, on le fait et on refuse. On peut censurer. On peut faire semblant de ne pas voir. Quand c'est bon et que l'éditeur finalement voudrait avoir tel livre dans son catalogue, et on va le prendre, mais on ne va pas soutenir. Voilà. Donc il y a toujours des considérations, pour l'Afrique, il y a toujours des considérations politiques ou suspectes derrière, pour récompenser, il faut connaître, ça c'est clair. Il ne faut pas sous-estimer la frustration des auteurs africains publiés en Europe. Il ne faut pas croire. C'est-à-dire que quand on revient, évidemment, vous voyez le revenant, celui qui revient. Parce que tu réponds à une image. Voilà. L'image qu'ils ont du nègre, de l'Africain dans leur tête. Voilà, c'est ça. Non, c'est un être exotique. Comment l'utiliser? Il faut qu'il soit exotique pour plaire au lecteur. Voilà, non, c'est clair. Qui ont la même idée que de l'Africain. Voilà. Donc si tu montres autre chose, ça ne plaît pas. Ah non, c'est pas très africain ça. On ne veut pas. Il n'y a pas assez de femmes nues, il n'y a pas les seins en l'air. Il n'y a pas assez de... Regarde nos troupes de ballet, quand elles vont en France, etc., en Europe, mais on dit, mais il n'y a pas assez de femmes au sein nus. Fesses, et ceci, pas assez de tam-tam, etc. Donc, non. C'est-à-dire qu'eux, ils caricaturent en fonction de clichés qu'ils ont dans la tête par rapport aux Africains. Les gens vivent de clichés. C'est pour ça que la décolonisation doit se faire dans les deux sens. Dans le sens, eux-mêmes, ils doivent se libérer. Non, c'est vrai, c'est vraiment un vrai problème. Bien entendu, on ne peut pas, comme ça, à la fin de cette conversation, aborder ça, mais c'est un sérieux problème. Et je dois dire que, tout de même, je constate que l'édition se développe au Togo, sans doute aussi dans d'autres pays africains. Et tu es là avec une dizaine ou même une douzaine d'œuvres publiées qui existent, qui sont lues et par des gens. Les gens, quand j'ai demandé à parler de Le Chien qui fume, la plupart des gens avec qui je parlais, ils ont lu. Enfin, je dois dire que je me disais, moi je pensais que j'étais le seul, puisque tu m'avais donné un exemplaire. Et j'ai été étonné de voir que beaucoup de gens ont lu et connaissaient, alors que ce n'est pas non plus, il n'y a pas eu de publicité ou de spécialement de... Ça n'a pas été mis en valeur spécialement, à ma connaissance. Ça n'existe pas, voilà. Ce tam-tam publicitaire autour des livres ici, parce que ça coûte cher. Voilà. Combien de livres tu vas vendre en plus, etc. Donc voilà. Les libraires, les éditeurs n'ont pas de grands moyens. Oui, voilà. Mais ça, on l'a lu, c'est dire que quand c'est fait, il ne faut pas sous-estimer la qualité la qualité de ce que c'est que d'écrire et de publier dans son pays, en fait. Il y a les inconvénients de la notoriété, comme Kouchoro. Kouchoro a pâti quand même, je pense, de cela, qui n'a pas fait carrière. Tu parlerais mieux, quoi, brièvement, pour finir. L'idéal pour l'écrivain, c'est d'abord de publier, de paraître. De partager. C'est une affaire de partage. La notoriété, ça c'est une autre histoire. Elle ne dépend même pas de toi. Même pas. Parfois c'est sur un coup de dé, le hasard, un truc de plus. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, en matière d'art, ce n'est pas les Jeux Olympiques. Il n'y a pas premier, deuxième, troisième. Non, la matière c'est une affaire de goût. C'est la qualité. Tu écris bien, bon, tu vas plaire. Bon, peut-être tu écris bien aussi, mais tu ne plairas pas. C'est une affaire de goût. Tu vois, moi, il y a des grands écrivains français, des gens classiques, qui ne me plaisent pas du tout. J'arrive pas à les lire. Non, bien sûr. Des gens très connus. Parce que ça ne me parle pas. Tu vois? Donc, c'est une affaire de goût. Mais je constate qu'ils sont bons quand même, mais ça ne me dit pas grand-chose. Non, mon sentiment pour finir, c'est quand même que l'avenir s'annonce assez positivement. Je crois que tu as accompli beaucoup. Et ce que je pourrais te demander maintenant, mais là par rapport au théâtre, parce que tu es un grand connaisseur de cela, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, en fait, de quelqu'un qui n'est pas comme ça spécialiste du théâtre, qu'il y a une richesse théâtrale ou de créativité. Alors, qu'est-ce que tu penses? D'abord, les aînés, les gens comme Kanyalem, Kossié Fouy ont fait de belles œuvres. Tu en as fait. Et ceux qui viennent après, là, qu'est-ce que tu penses? Ils sont formidables. C'est-à-dire que la génération qu'on a maintenant, ceux qui sont bons, ils connaissent le théâtre.
ils connaissent les règles. Parce que avant, les gens ne savaient même pas ce que c'est que le théâtre, mais écrivaient des pièces. Et faisaient des bévues au niveau des corps, des trucs, etc. Pour eux, c'était de la littérature. Voilà, écrit quoi. C'est pas pratique. Donc, ouais, c'est pas. Il y avait trop de bévues et la langue aussi était détestable. C'est-à-dire, c'était du charabia, plus ou moins, etc. Mais la génération actuelle, c'est une très bonne relève. Très bonne, non, c'est vraiment bien. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir, il y a tellement de potentialités, tellement de talents de ce pays. Mais l'État ne veut rien faire au niveau de la culture. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas une seule salle de théâtre. Une vraie, quoi. Une vraie... de ce nom, couverte et tout. Ouais, Parce que j'ai l'impression que ce pouvoir-là, il veut encourager l'inculture. Parce que plus les gens sont éclairés, plus ils sont difficiles à gouverner. Parce qu'ils ont de l'esprit critique. Oui, voilà, c'est ça. On aimerait bien qu'ils soient... Ils peuvent faire de la critique, l'analyse, etc. Pourtant, donc, les gens espèrent gouverner un peuple de moutons. Tous les dirigeants du monde, d'ailleurs, souhaitent ça. En fait, tous les pouvoirs, en fait. Dociles, oui, tous les pouvoirs veulent... avoir des gens dociles et manipulables à gogo, et les faire aller dans tous les sens, comme des moutons de Panurge. Le mouton de Panurge, il y a une querelle sur le bateau, dans Rabelais, et l'un des personnes jette un mouton du berger Panurge à l'eau et tous les moutons sautent après dans le fleuve. Alors qu'ils vont mourir. Ils suivent bêtement, sans esprit critique. C'est ça, c'est ce qu'on veut fabriquer, c'est ce qu'on veut faire de nous. Les peuples en Afrique aujourd'hui, et tu vois l'invasion des sectes, etc. C'est cette connerie qu'on voit. Où des pasteurs, des bandits font n'importe quoi, violent les femmes, piquent l'argent des gens, etc. Trompent quoi, trompent les gens. C'est comme si avoir la foi aujourd'hui, c'était être un imbécile en Afrique, c'est ce qu'ils font. Alors qu'on a confié justement le ministère de la foi, si je peux m'exprimer ainsi, à des bandits, à des scélérats. C'est grave. Et tout ça parce que les églises officielles, protestants, catholiques et l'islam ont échoué. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas apporté au peuple ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils désiraient. Parce qu'ils se sont compromis avec le pouvoir en place. C'est ça que je voulais dire. Ils se sont prostitués. C'est ça, oui. Le peuple étant dans le désarroi, ils n'ont pas été capables de venir au secours de ce peuple. D'être les sauveurs. Voilà, c'est ça. Et maintenant, les pasteurs arrivent, nous sommes les sauveurs. Les escrocs viennent vous irez au ciel, vous aurez l'argent, vous aurez un mari, vous aurez ceci, la maladie sera guérie, etc. Des bandits, des complet, non, c'est clair. Et puis, ça ne cache même pas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont des escrocs. Et c'est eux qui tiennent nos peuples aujourd'hui. Mais c'est grave. C'est terrible. Parce qu'il y a un vide. Complet. C'est-à-dire que les pouvoirs, tous les pouvoirs, nos pouvoirs, n'ont aucune crédibilité au sein des populations. Au Ghana, ça manifeste, au Bénin, partout, au Burkina, parce qu'ils n'ont aucune crédibilité, on ne les croit pas. Il n'y a pas de... Parce qu'ils continuent le système colonial. Nos cultures, on pisse dessus, nos langues, on pisse dessus, l'enseignement est par terre. C'est terrible. Je souhaitais finir sur une note plus positive, mais la réalité étant la réalité, il faut bien... la lutte continue. La vérité est là, il faut la voir. Nos peuples veulent la liberté, veulent la démocratie. On y arrivera, tôt la ou tard. Démocratie, c'est pas tout. Il faut que l'économie se développe, qu'on passe à l'industrialisation aussi. Tout simplement, on transforme nos matières premières. Parce qu'il ne suffit pas, comme on fait les opposants, les politiciens, créer les démocraties. Maintenant, lorsqu'elles viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent la politique coloniale. Tout simplement, bien sûr. D'où les révoltes, les coups d'État, qui continuent, l'insatisfaction sans cesse. Ils n'ont pas de programme de développement. C'est-à-dire qu'ils développent le sous-développement. En fait. On va donc justement terminer sur cette expression qui est désespérante quand même, il faut le dire. Mais il faut le dire, dans notre histoire togolaise, tu es un modèle de combativité, de constance, d'intégrité. C'est pas vraiment pour te flatter, tout le monde le sait, il n'y a rien à dire. Et on est content d'être contemporain comme ça. Et je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec toi. Chacun fait sa part, comme j'ai l'habitude de dire aux gens. Chacun fait ce qu'il peut faire. À son niveau. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, le front de la lutte est très large. Chacun à son niveau peut faire quelque chose pour changer nos pays, pour libérer nos peuples. Chacun a quelque chose à faire. Il ne s'agit pas de dire, les gens disent, on est derrière vous, on est derrière vous. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu n'as pas à être derrière, tu as à être à côté. Aussi, au front, Qu'est-ce que toi tu peux faire? Ensemble, Et
Tu vois, même quand il y a des manifs, souvent, tu vois des bonnes femmes qui sont à la maison, mais quand les défilés passent, etc., mais qui donnent de l'eau aux manifestants, qui les rafraîchissent. Ouais. Elles font leur part aussi. C'est de l'aide. Oui, c'est de l'aide. C'est une participation à la... Voilà, c'est une participation. Et ça, c'est bien. C'est donner de l'énergie. Et tu vois même des gens que tu ne verrais jamais aucune manif, etc., mais quand il y a les mouvements là, ils aident en somme les gens. Donnent de l'argent, ils font ci, ceci. Ils recueillent les gens de leur maison quand ils fuient les militaires, etc. Et les enfants les protègent. Donc, non, on est optimiste. Sinon, on aurait abandonné la lutte depuis longtemps. C'est-à-dire que ce peuple veut le changement, il l'aura. Il l'aura. Ces gens freinent, il l'aura. Ils nous perdent du temps, tout simplement. Mais le changement viendra. C'est irréversible. Et ça viendra contre eux. Et c'est ça, ce qui est grave. Tant qu'ils veulent rester contre la volonté du peuple, le changement se fera contre eux. Hein? Alors, s'ils étaient intelligents, ils auraient dû collaborer pour que le changement se fasse avec eux. Mais comme ils ne sont pas intelligents, ils le regretteront un jour. Oui, c'est sûr. Donc voilà, Togoata, je te remercie vraiment beaucoup de tout le temps que tu as bien voulu consacrer donc, à cet entretien où je ne suis pas un professionnel, comme je l'ai dit au départ. Je voudrais dire pour ceux qui nous écoutent que bon, voilà, ça se passe chez toi, à la maison. Donc il doit y avoir des petits bruits de fond ici ou là, mais nous sommes tranquillement à la maison. On ne nous envoie pas, j'espère. Voilà, c'est ça. Et je te remercie d'avoir pris cette initiative. Dès que tu en as parlé, j'ai dit oui tout de suite. Oui, c'est vrai. Hein, par amitié, te connaissant ton combat aussi. Hein, donc, c'est un signe de reconnaissance et d'amitié, hein, parce que nous sommes des amis de 30 ans ou 40 ans, comme certains. Depuis le temps, hein, depuis que tu étais étudiant, dans les années 80, oui. Donc, c'est pour te rendre hommage aussi par rapport à ce que tu fais. Et tu es un modèle aussi pour beaucoup de jeunes qui aiment la littérature, qui aiment les choses de l'esprit, etc. À travers tes écrits, ton raisonnement lors des conférences, etc. C'est-à-dire que les gens ont besoin de modèles qui réfléchissent. C'est ça qui manque. Et c'est ce qu'on me dit souvent quand je passe à la radio, ou dans une interview, j'assiste à des débats. C'est ce que les gens disent, mais on ne savait pas ça. Ah bon, il faut repenser. Les gens ne nous disent pas ça, etc. Parce que les gens, certains ont peur de la vérité. Ils ont des problèmes avec la vérité. Hein. Dire la vérité, c'est ce qu'on demande. C'est tout. C'est tout. Ce qu'on pense, c'est vrai. Ne demande pas la lune. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci.